bonsoir à tous. Bienvenue et puis merci de nous rejoindre donc pour cet événement donc en direct organisé donc à l'initiative des 8 membres du collectif Partenariat Emploi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Alain Pichard, le directeur régional Centre Touraine d'AG2R La Mondiale. Et j'ai donc le plaisir d'animer notre conférence débat de ce soir en collaboration avec mon collègue, donc Frédéric Butel, qui est directeur du centre de gestion Ouest à Èvres-sur-Indre. Pour commencer, quelques mots pour vous présenter le collectif Partenariat Emploi, qui, je vous rappelle, a été créé donc en 2002, à l'époque à l'initiative d'AG2R La Mondiale, avec 5 autres acteurs de la région, donc à savoir la FPP Touraine, le Crépi Touraine, la Maison des cadres d'Indre-et-Loire, PISE, et puis le GEC Avenir Handicap. Et donc en 2021, donc cette année, nous avons eu le plaisir d'accueillir donc au sein de notre collectif deux nouveaux partenaires, donc à savoir la NDRH Touraine et la Fédération des entreprises d'insertion de la région Centre Val-de-Loire. Et donc vous voyez tous les logos de l'ensemble des membres du collectif qui s'affichent donc à l'écran. Eh bien, notre collectif Partenariat Emploi en fait organise chaque année une conférence débat, bien sûr en lien avec souvent des sujets d'actualité autour de thématiques ressources humaines et notamment le management. Et donc l'année dernière, nous n'avons pas pu organiser de conférence compte tenu de la situation sanitaire que nous avons bien sûr tous subie et que malheureusement nous connaissons encore. Voilà, c'est pourquoi donc l'ensemble des membres du collectif a décidé d'organiser cette année donc la conférence débat de ce soir en format digital. Donc aussi donc en lien avec le contexte actuel, le thème qui a été choisi cette année donc est le suivant et figuré sur notre invitation que vous avez tous reçue, à savoir donc faire des collaborateurs fragiles donc une nouvelle force pour le collectif de travail. Et donc, à mes côtés ce soir pour nous éclairer sur le sujet, donc Thierry Calva. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Thierry, eh bien donc ce soir, votre intervention va se tenir à peu près sur 45 minutes, c'est ce que nous avons prévu. Elle sera suivie, puisqu'il s'agit d'un débat, elle sera suivie en fait de 30 minutes d'échange avec nos participants qui sont nombreux à s'être inscrits, puisque tout à l'heure, nous avions plus de 150 participants et là, vous êtes déjà nombreux à être connectés au début de notre conférence. En tout cas, bienvenue à tous. Et puis, moi, j'en profite également pour vous informer que pour le confort de la conférence et le confort de tous, vos micros et caméras sont coupés et que, bien sûr, vous pourrez poser vos questions dans le fil de conversation. Et nous les traiterons donc dans le cadre du temps qui sera dédié donc à la fin de l'intervention de Thierry Calva. Alors Thierry, donc quelques mots pour vous présenter. Donc vous êtes sociologue de formation et également donc cofondateur donc du cercle vulnérabilité et société. Donc ce cercle donc est un think et do tank comme on dit, donc dédié donc à la valorisation, si je crois, du potentiel des populations fragilisées donc par l'âge, la maladie, je crois le handicap aussi, et puis différentes formes de précarité. Je crois également que vous avez coécrit un livre qui a pour titre donc le droit à la vulnérabilité, donc manager les fragilités dans l'entreprise. Donc ces derniers temps, on l'a tous constaté autour de nous. Donc cette question des collaborateurs fragilisés, donc c'est de plus en plus invité en fait dans notre environnement, dans l'espace de l'entreprise dans lesquelles nous travaillons. Et c'est dans ce contexte, donc aussi on va dire de réinvestissement en termes de ressources humaines, que l'appréhension de ces situations que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien est parfois délicate et fait l'objet de perceptions ou de représentations que les uns ou les autres peuvent avoir
et qui sont souvent donc mal établis, quoi. Donc aussi, donc ce soir, Thierry Calva, donc c'est en tant qu'expert de ces sujets que vous nous avez fait le plaisir d'accepter d'intervenir pour nous en parler. Donc je vous propose, Thierry Calva, de nous en dire quelques mots. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas de cette invitation. Je vais juste me permettre de partager l'écran puisque j'ai quelques éléments à vous partager. Donc voici qui est fait et voici qui est fait. Voilà. Très bien. Juste peut-être, puisque l'idée aussi, c'est à la fois de clarifier, d'apporter quelques éléments concrets à la question, j'aurais juste démarré par le fourmillement, le maquis finalement qu'il peut y avoir de définition touchant aux notions à la fois de vulnérabilité et de fragilité. On reviendra d'ailleurs sur cette question qui me paraît assez centrale en termes de représentation, et d'ailleurs à l'époque, vous évoquez le livre que j'ai écrit en 2010 et qui était un livre, on va dire, qui essayait d'explorer cette question. Et à l'époque, vous aurez noté qu'on n'avait pas tranché entre vulnérabilité et fragilité, puisqu'on parlait du droit à la vulnérabilité, le management des fragilités dans l'entreprise. Alors, j'ai pris quelques exemples, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Mais en fait, vous constaterez par vous-même que tant qu'il s'agisse de sociologie, d'informatique ou d'économie, la question de la vulnérabilité, elle est envisagée comme une représentation extrêmement négative. Soit elle se traduit par une fragilité matérielle ou morale dans le cas de la sociologie, soit elle se traduit par une perte ou un endommagement des biens dans le domaine de l'économie, soit elle est assimilée à une faille ou une faiblesse dans le système informatique. Et finalement, au risque peut-être d'étonner l'ensemble des participants, c'est sans doute du côté de la poésie que se situe une vision, sinon exacte, du moins positive de la question, qui est que finalement la poésie envisage, parmi l'ensemble des définitions, la vulnérabilité comme une puissance de création. Et d'une certaine façon, derrière cette idée de puissance de création, hein, qui est aussi une façon de dire qu'une situation qu'on envisage d'une façon n'est pas forcément toujours conforme à l'image qu'on s'en fait, on la retrouve aussi dans une définition, et je pense que l'ensemble des participants sans doute pourra s'y amuser, sur Google, puisque sur le moteur de recherche, vous pouvez vous amuser à le faire, que ce soit en France ou que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, que ce soit même au Japon, bien, quand vous commencez à taper la vulnérabilité et de façon assez immédiate, vous avez immédiatement l'idée que c'est une force. Et c'est un peu autour de cette question que j'aimerais caler mon propos, pas tellement d'ailleurs pour traiter le sujet sous un angle qui est un angle qui serait un angle éthique ou moral. Moi, je ne connais aucun manager, aucun dirigeant qui ne soit pas d'accord avec l'affirmation que la vulnérabilité est une force. En tout cas, dans l'intimité des bureaux, nombre d'entreprises que j'ai pu soit conseiller ou chez lesquelles j'ai pu intervenir, rares sont ceux qui me disent que finalement, ils n'embaucheraient pas une personne en situation de handicap. Rares sont ceux qui me disent qu'il faut virer les personnes âgées, enfin les seniors, les personnes âgées, mais les seniors dans l'entreprise. Donc, je vais essayer d'articuler mon propos et cette intervention et l'échange qu'on va avoir plutôt sous un angle qui n'est pas un angle ni de l'éthique ni de la morale, puisque je pense qu'on sera tous à peu près d'accord pour dire que c'est plutôt bien pour la société et sans doute bien en termes moraux de pouvoir accueillir et finalement aller vers des organisations inclusives. Je vais plutôt essayer d'organiser mon propos vous proposer une lecture qui soit plutôt une lecture en termes de gestion des flux et qui soit plutôt une lecture un peu physique, ce qui peut à un moment donné rendre sans doute quelques aspects un peu plus arides, mais qui néanmoins, je l'espère, permettra peut-être d'amener un peu de rationalité dans ce qui sinon peut être un sujet extrêmement irrationnel. Et pour ça, c'est sans doute d'envisager dès le départ ce que l'on appelle et ce que l'on place sous le vocable de vulnérabilité. Et dans ce contexte-là, l'OMS donne une définition assez intéressante, s'agissant notamment de la santé. Et l'OMS dit quoi? Elle dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Nous serions dans une salle dans laquelle il y a une possibilité d'interaction. Je pourrais poser la question à l'ensemble des participants, mais il me semble,
pour avoir fait ce test de nombreuses fois, que personne ne peut, de façon raisonnable, dire qu'il est dans un état complet, de complet bien-être physique, mental et social à l'instant T, ou même qu'il l'est totalement dans sa vie. Le seul moment où vous l'êtes, vous pouvez l'être fugacement dans des situations de bonheur ou d'extase, où chacun mettra une image, mais la façon la plus sûre d'envisager le complet bien-être physique, mental et social, c'est quand on est mort. Donc ce qui signifie, en creux, qu'en fait, cette notion finalement de vulnérabilité, hein, qui ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité, elle définit un état qui est un état extrêmement partagé et qu'elle peut être vue comme une forme de capacité, de caractéristique ontologique. Et une des définitions de la vulnérabilité, et notamment une définition de la philosophie, c'est la capacité qu'on a à être blessé et finalement à être incomplet. Quand nous naissons tout petit enfant, on est capable d'être blessé. Quand nous devenons âgés, on est capable d'être blessé. Mais on l'est tout autant quand on est un adulte responsable, mais qui à un moment donné peut, pour certains accidents de la vie, se retrouver dans des situations qui sont des situations compliquées, qui, pour d'autres raisons, va trouver ses capacités, qui sont des capacités qui vont l'obliger finalement à avoir besoin de quelqu'un d'autre. Donc quand on parle en fait de vulnérabilité, on parle de quelque chose qui s'applique à l'être et qui est finalement une chose extrêmement partagée. Et généralement, on le confond avec une notion qui est plutôt diffuse, là aussi elle est un peu gazeuse quasiment, qui est la notion de fragilité. En fait, la fragilité, c'est je vais utiliser une rhétorique volontairement de flux, c'est une forme de sous-produit de la vulnérabilité, c'est-à-dire que la fragilité devient quelque chose de concret dès lors que les conditions ne sont pas réunies pour que, à un moment donné, l'individu puisse être dans cette situation où il recherche un état complet, oui, un complet état de bien-être physique, psychique et psychologique. Quand je parle de conditions, je vais prendre un exemple assez simple. Une personne qui est une personne malvoyante dans un monde de jour est une personne qui est fragilisée. Dès lors que la nuit tombe, et c'est ce qu'on appelle, on a appelé ça, cette figure-là, l'effet d'Ardeville, dès lors que la nuit tombe, le même individu peut devenir, a les capacités, parce qu'il a des capacités que d'autres n'ont pas, il peut devenir un justicier. Donc on voit bien qu'en fait, il suffit parfois de ne faire que changer les conditions pour que la fragilité et pour que la vulnérabilité ne devienne pas de la fragilité. De la même façon que quand un petit enfant, on va lui apprendre à marcher, et bien si derrière vous lui amenez de la confiance, si derrière vous lui amenez une façon de faire qui fait qu'il pourra avoir confiance en lui et pourra faire son premier pas, de la même façon, si vous ne le faites pas, il restera fragile ou fragilisé par rapport aux autres dans sa vie sociale. Donc il faut juste bien comprendre qu'à travers la vulnérabilité et la fragilité, on parle de choses qui ont une même source racine, mais que néanmoins, on n'aborde pas tout à fait et on ne parle pas tout à fait des mêmes choses. Je vais juste rester sur la vulnérabilité parce qu'une fois que j'ai posé le fait que la vulnérabilité était une capacité collective à être blessée, qu'elle définissait des êtres incomplets, qui donc, d'une certaine façon, vont avoir besoin les uns des autres, je n'ai fait ni plus ni moins qu'énoncer un début d'équation qui est que la société tout entière est construite sur la vulnérabilité. Puisque la vulnérabilité, c'est-à-dire derrière le besoin qu'on va avoir d'un autre pour être aidé, est le moteur de l'organisation sociale. Et d'ailleurs, l'organisation se construit sous cet angle de complémentarité. On a beaucoup parlé au plan de la société de la montée de l'individualisme, mais une des explications de cette montée de l'individualisme, c'est tout simplement que les gens ont l'impression, technologie aidant, droit aidant, ont l'impression qu'ils peuvent de plus en plus vivre seuls. Et l'idée que l'on puisse vivre seul, donc qu'on soit tout puissant, donc qu'on soit invulnérable, fait par effet tout à fait mécanique diminuer les liens que l'on va entretenir avec les autres. Donc, ce qu'il faut juste garder en tête, et vous allez voir que ça a une conséquence économique directe, c'est que derrière la question de la vulnérabilité, il y a immanquablement la question du progrès et de l'organisation sociale. La vulnérabilité, c'est ce qui crée la socialité. À partir de là, il y a un deuxième terme de l'équation qui va, là aussi, je l'espère, sinon vous étonner, du moins vous questionner, c'est que la vulnérabilité, c'est aussi
le PIB. Pourquoi est-ce que c'est le PIB? Pour une raison extrêmement simple, c'est que, en fait, cette nécessité de répondre à des problématiques qui sont des problématiques de vie, qui sont cette nécessité qui est finalement d'innover, on va la retrouver à toutes les étapes, soit de l'entreprise, soit de l'association, sous une forme de production de produits et services et la création d'une multiplicité de dispositifs, de processus, de mécanismes qui vont permettre d'atténuer les effets de la vulnérabilité de chacun. Je vais vous prendre quelques exemples. Si la maladie, et on voit bien d'ailleurs avec le Covid en ce moment le poids que peut avoir la maladie, si la maladie n'existe pas, si nous sommes invulnérables au virus, nous n'avons pas besoin d'industrie du médicament. De la même façon, si nous avons le don d'ubiquité, c'est-à-dire si derrière nous avons la capacité à pouvoir être ici et là, nous n'avons plus besoin, par exemple, des moyens de télécommunication. Si on doit se passer de transport, si on peut se téléporter, on n'a plus besoin de transport, de route, etc. Et ça va même très loin, puisque le cerveau humain est ainsi fait qu'il a lui aussi ses manques, et notamment un des manques, c'est celui de l'imagination. Il a donc besoin de pouvoir se nourrir, il n'est pas autosuffisant, et ce qui explique notamment récemment le succès des BD ou des films de science-fiction. Donc en fait, les chefs d'entreprise, les dirigeants qui nous regardent ce soir, il faut juste avoir conscience que finalement, leur activité, elle est le produit de la solvabilisation des besoins qui répondent à la vulnérabilité de leur marché. C'est ni plus ni moins que ça. Une activité économique, c'est à un moment donné, j'ai un marché qui a une certaine forme de vulnérabilité ou de besoin, mais qui au final est un besoin qui est un besoin induit par une faiblesse originelle. Et par rapport à ça, je vais donc apporter une réponse et derrière, je vais donc solvabiliser cette réponse. Et donc, si on le regarde et on le dit différemment, la vulnérabilité est à l'origine du PIB mondial et de sa croissance annuelle. Bon, on peut retirer dedans des pécadilles tels que l'inflation des actifs, etc., qui derrière sont des éléments un peu périphériques, mais le gros aujourd'hui de ce que produit la vulnérabilité et par extension la fragilité, c'est le PIB mondial. Donc il faut juste avoir conscience que derrière ce graphique un peu anodin, on est juste en train de parler de ce qui constitue finalement à la fois le moteur de la société et en même temps le moteur de l'activité économique. Et la deuxième chose plus exactement par rapport à ça, c'est qu'évidemment, il y a une part, souvenez-vous, hein, de populations fragiles, c'est-à-dire pour lesquelles on n'a pas trouvé les conditions nécessaires, qui se retrouvent non exploitées, inadaptées, et on va gérer cette question, donc notamment la question des personnes fragiles, dont on n'a pas trouvé finalement comment est-ce qu'on allait leur permettre de s'exprimer. Ben, on va les gérer comme des espèces de variables d'ajustement en termes une gestion de frottement dans le système en attendant finalement que les conditions évoluent. Et sur ce champ-là, il y a deux éléments qui me semblent intéressants, c'est que dès lors que l'on sait faire évoluer les conditions, c'est-à-dire que dès lors qu'on comprend tout l'intérêt qu'on peut avoir et tirer du potentiel de populations fragiles ou vulnérables, eh bien, on arrive à faire des choses tout à fait extraordinaires. C'est notamment toute la théorie dite de la base of pyramide qui a été conceptualisée par quelqu'un qui, je crois, a eu le prix Nobel dans les années 2000 et qui considère qu'en fait, et qui est parti d'un constat assez simple, c'est que près de la moitié de l'humanité vivait avec sous un seuil de revenus qui était inférieur à 15 000 $ par an. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient privés de toute forme de consommation, d'accès à des biens de première nécessité. Et donc, la théorie montre que si on arrive à adapter la production, si on arrive à adapter finalement le marché, les services que l'on amène, par exemple en fractionnant des portions, par exemple en réfléchissant à des circuits de distribution plus intelligents, eh bien on arrive à susciter, à créer de la richesse, et non seulement de la richesse pour créer de la richesse, mais c'est une forme de richesse inclusive. Et dans la droite ligne de ce qu'on appelle donc la théorie du base of pyramid, on se retrouve dans une situation qui est celle dite de la reverse innovation. Alors derrière le mot savant, puisque c'est le terme consacré, l'idée est assez simple, elle est de dire que tout ce que l'on développe pour des populations précaires ou fragiles se retrouve à un moment donné immanquablement comme un levier de progrès pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'on peut constater de façon extrêmement concrète aujourd'hui dans les rues, par exemple. Vous avez un produit qui roule
et qui est issu directement de la reverse innovation, qui sont les voitures Dacia, par exemple, qui ont été conçues dans des pays qui avaient peu de moyens, de façon rustique, et qui ensuite sont reversées dans le champ occidental, puisqu'il s'agit plutôt du champ occidental, de façon moderne. Vous l'avez aussi dans les hôpitaux, où vous avez aujourd'hui un équipement pléthorique de défibrillateurs extrêmement performants qui ont été inventés par General Electric, et il les a inventés pour répondre à des situations de zones géographiques dans lesquelles, et notamment en Amérique du Sud, dans lesquelles il y avait une carence d'hôpitaux. Donc ça permettait de sauver des vies en l'absence d'hôpital. Immanquablement, c'est revenu. Alors ensuite, vous en avez d'autres, et on en fait chaque jour, là encore, l'expérience. C'est tout simplement, par exemple, l'expérience de la télécommande. La télécommande a été inventée au départ pour venir en aide à des personnes vulnérables. Elle s'est aujourd'hui invitée dans l'ensemble des foyers. Et enfin, autre type de richesse que l'on doit aux populations les plus fragilisées, c'est pour ceux qui l'utilisent, les escalators qui sont développés pour des personnes qui sont des personnes à mobilité réduite et qui, au final, profitent à chacun d'entre nous. Ça, c'est le deuxième point de l'équation. Le troisième, qui est un élément important, c'est que ce PIB, cette richesse, en fait, l'entreprise aujourd'hui, elle le fait avec des ressources qui sont des ressources optimisées et qui sont des ressources optimisées sous contrainte. C'est-à-dire que pour gérer les situations de vulnérabilité et ou de fragilité, eh bien derrière, elle va mobiliser une organisation et des ressources qui sont construites sur tout sauf quelque chose de vulnérable ou de fragile. Donc pour le dire autrement, on est sur des organisations et des ressources avec des hauts potentiels dans lesquels ce que l'on recherche chez les personnes majoritairement pour apporter une réponse est une réponse à haut potentiel. Et parallèlement, toutes les personnes qui échappent à ce scope finalement de la performance ou de la règle, qui est la règle de Pareto, où globalement vous avez 20% des clients, 20% des ressources humaines qui font 80% du résultat, tout le monde connaît plus ou moins entendu parler de cette règle, et bien toutes les personnes qui échappent finalement, on va dire, à la capacité d'être extrêmement performantes, et les personnes en situation de handicap, et les personnes malades, et les personnes âgées, parfois, les seniors, se retrouvent au cœur d'une forme de réponse sociale, voire de réponse réglementaire, qui fait que l'entreprise soit s'impose, soit se verra imposer des normes ou des réponses sociales. Par exemple, vous avez dans le domaine du handicap, vous avez la question du quota qui oblige finalement les entreprises soit à embaucher 6% de personnes en situation de handicap, soit à payer une taxe. Et donc une autre façon peut-être positive d'envisager le collectif de travail dans lequel les uns et les autres nous évoluons, c'est finalement de le considérer, le collectif de travail, non pas simplement comme un lieu qui est un lieu de pure performance, mais aussi un lieu dans lequel se côtoient un ensemble de vulnérabilités qui sont à la fois semblables et acceptables, puisque derrière, on a réussi à vulnérabilité semblable et acceptable, puisque chacun d'entre nous est un être vulnérable. Et donc, c'est des vulnérabilités qui sont acceptées et qui sont finalement très proches les unes des autres. Bien Thierry, je vous remercie en tout cas pour cet éclairage concernant donc la vulnérabilité et cette approche donc à travers donc les trois items que vous venez d'évoquer. Et donc si on fait le focus donc au niveau de l'entreprise, en fait en quoi aujourd'hui c'est un sujet intéressant pour l'entreprise? Ah ben c'est un sujet qui est intéressant pour l'entreprise. Vous l'évoquiez dans votre introduction, je ne vais pas y revenir, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait les caractéristiques du process que j'ai décrit, mais que j'ai décrit vraiment à grosse masse. On aura peut-être l'occasion d'y revenir hein, dans le cadre des questions-réponses. Mais en fait, ce process, il faut regarder la partie basse du schéma. Il est intéressant parce que derrière, il souligne le fait qu'aujourd'hui, on a des modes d'organisation qui sont assez peu propices à l'absorption de nouvelles formes de ressources. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais finalement passer les ressources de droite dans le grand dispositif, dans la grande organisation des ressources de gauche, c'est-à-dire celles qui sont à plus haut potentiel. À gauche, c'est-à-dire les ressources à haut potentiel,
leurs caractéristiques sont finalement des caractéristiques très proches. Et je vais utiliser cette image puisque la COP 26 s'est achevée. Hein, vous allez voir, je vais utiliser une image qui je pense devrait parler à tout le monde, qui est l'image finalement de la transition écologique. Vous avez dû entendre parler des organisations et notamment des ressources qui sont des ressources fossiles. Ce qui caractérise les ressources fossiles, qui sont généralement celles du pétrole, c'est qu'elles sont pilotables, elles sont denses, et qu'elles ont une similitude de profil, puisque une molécule de pétrole ressemble à une autre molécule de pétrole. On sait à peu près à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand on fait brûler du pétrole ou quand on le transforme, et globalement, il est assez stable. Eh bien, en termes d'organisation, vous avez exactement aujourd'hui les mêmes caractéristiques touchant soit aux personnes, soit aux organisations, qui permettent de construire aujourd'hui la performance. Donc, vous avez des personnes qui sont relativement semblables, avec derrière, je vous dis, un collectif de travail qui est construit avec des gens vulnérables et globalement assez semblables et dans le cadre de vulnérabilité acceptable. On sait à peu près ce qu'on peut attendre d'eux, donc il y a une appréhension des compétences, il y a les fiches de poste, etc. Et vous avez parallèlement des individus dont on peut penser que comme ils vont bien, comme ils sont efficaces, ils sont relativement, voire même beaucoup, voire très stables. Mais l'autre fraction, c'est-à-dire nos collaborateurs qui sont en situation de fragilité, eh bien, eux, ils ressemblent, pour toujours, par analogie avec les ressources fossiles, ils sont plutôt du côté des ressources renouvelables. Et ce qui caractérise des ressources renouvelables, qu'il s'agisse de l'éolien, du solaire, etc., c'est que c'est une énergie qui est particulièrement diffuse, alors que l'autre est extrêmement dense. Elle est très hétérogène. On ne sait pas très bien, en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut en attendre complètement. Donc, il y a des recherches qui sont faites, mais on ne sait pas très bien ce qu'on peut en attendre. Et en même temps, c'est une organisation, et plus exactement, c'est une ressource qui est une ressource relativement instable et très difficilement pilotable. Puisque quand vous n'avez pas de soleil, bien, vous n'avez pas d'énergie. Quand vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas d'énergie. Donc, on a là une confrontation entre un système qui est fondé et qu'on peut appeler finalement une organisation en mode pétrole, c'est-à-dire en mode fossile, en fait, pour le dire différemment, et elle a beaucoup de mal à coexister avec d'autres formes qui sont des formes de ressources un peu plus diffuses et un peu plus compliquées. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, la vulnérabilité est souvent perçue comme un frein à la performance économique. Il y a une forme de croyance sur la question, et de fait, les études qui sont menées sur le sujet, et on en a mené une récemment, on est en train de la mener, mais on n'a pas fini encore l'étude, mais on a livré les premiers résultats sur l'influence des travailleurs handicapés sur les organisations. On s'aperçoit qu'en fait, il y a très peu, voire j'ai mis absence, mais une quasi-absence de preuves à grande échelle que le fait de travailler avec des collaborateurs en situation de handicap générerait une performance économique terrible. Voilà, il y a très peu de preuves. Quand c'est le cas, c'est souvent parce que on a des managers, des dirigeants qui ont été sensibilisés à la question et qui derrière ont décidé de mettre en place une organisation un peu différente. Et par ailleurs, il ne faut juste pas oublier que l'ensemble des collaborateurs sur qui on voudrait faire peser, par exemple, le fait qu'on va les embaucher parce qu'ils vont être extrêmement plus performants économiquement, ils sont juste très dilués dans l'organisation. C'est très compliqué d'imaginer que parce qu'on va embaucher 3% par exemple ou 6% de travailleurs en situation de handicap, ils vont permettre une accélération économique conséquente de l'entreprise. Ça serait vraiment leur faire peser sur leurs épaules une surcapacité qu'à l'évidence, ils n'ont pas, et c'est bien normal qu'ils ne l'aient pas. Le seul petit souci avec cette organisation, qui est quand même globalement celle qui a, puisque votre question c'est en quoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont intéressées, hein, sont aujourd'hui intéressées par cette question, le seul petit souci de cette organisation, c'est qu'en fait, elle connaît aujourd'hui plusieurs effets et il y a plusieurs contraintes qui sont aujourd'hui en train de se matérialiser sur la tête des entreprises. Il y a une première contrainte qui est le niveau d'acceptation global que la société peut avoir vis-à-vis d'entreprises qui ne prennent pas en compte la partie droite de mon schéma, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte et n'intègrent pas des populations en situation de handicap, des seniors, des personnes malades, des personnes aidantes. Donc, le niveau d'acceptation, on le retrouve d'ailleurs dans la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, les effets d'image. Donc, on a aujourd'hui, de la part de l'opinion publique, de moins en moins d'acceptation quant au fait que des entreprises n'intègrent pas
ces populations. Le deuxième effet, en fait, vous allez comprendre rapidement pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, ce mode d'organisation entraîne des coûts d'entretien extrêmement élevés. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de fidéliser les meilleurs, il est de plus en plus difficile de recruter les meilleurs, et par ailleurs, c'est un mode d'organisation, parce qu'il a des injonctions sur lesquelles je ne reviendrai pas, il a beaucoup de mal à s'adapter aux nouvelles générations qui n'ont pas tout à fait le même rapport à l'entreprise. Donc, ce que je dis en creux aussi, c'est que s'intéresser à la question de la vulnérabilité, c'est préparer l'accueil de nouvelles générations, tout simplement parce qu'à un moment donné, le niveau d'attente, à un moment donné, va pouvoir être à peu près similaire. Et le troisième effet, c'est que dans ce mode d'organisation, on le voit tous les jours, et je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise, les participants peuvent le voir, c'est qu'on est sur un effet paradoxal où d'un côté, la réserve se vide, et de l'autre côté, la poubelle se remplit. Alors, derrière cette image un peu cocasse, c'est que quand je parle du fait que la réserve se vide, c'est tout simplement que, souvenez-vous, nos ressources, qui étaient des ressources à haut potentiel et qui étaient finalement avec un profil d'énergie fossile, eh bien, de moins en moins, on en trouve. Il y a de moins en moins de ressources. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que le champ des vulnérabilités dans la société ne cesse de s'accroître. Soit pour des raisons d'acceptation, qui sont des raisons d'acceptation sociale, soit pour des raisons de révélation, on n'en parle plus et ce qui avant n'était pas un problème le devient, soit pour des raisons qui sont des raisons qui tiennent à l'épidémiologie médicale, qui tiennent à des questions qui touchent finalement à des nouvelles interactions sociales. Et globalement, aujourd'hui, dans les entreprises, on a de plus en plus de gens qui, d'une façon ou d'une autre, vont se retrouver, et c'est ce que cette carte finalement essaye de montrer, vont se retrouver en situation de fragilité et derrière de vulnérabilité. Je vais vous prendre deux, trois exemples assez simples. Le premier champ que ça convoque, c'est celui de la sphère privée et de la vie sociale, hein, c'est-à-dire derrière le fait que vous ayez par exemple des gens qui sont un public dont on parle beaucoup, c'est les aidants familiaux qui sont 5 millions à travailler, donc ça veut dire que dans les entreprises, possiblement, potentiellement, vous avez un actif sur 5, donc dans vos effectifs, vous avez 1000 personnes, vous avez 200 personnes qui possiblement sont en situation d'aide familiale. De l'autre côté, en termes de santé, on a un accroissement des maladies aiguës ou chroniques tout à fait considérable, qui est lié notamment à des gains de survie dans différentes pathologies, dont par exemple le cancer, mais qui font que vous avez de plus en plus, de façon mécanique, dans vos effectifs, de plus en plus de gens qui échappent en fait au concept que j'essayais de vous développer, qui est celui du bien portant. Voilà, vous avez de moins en moins de bien portants dans les entreprises. Vous avez par ailleurs, du fait de développement de nouvelles technologies, des nouvelles fragilités et vulnérabilités qui s'invitent sur le champ de la culture. Je pense par exemple aux fractures numériques qu'on peut trouver entre des populations qui manient très bien les nouveaux outils et des populations qui les manient moins bien. Et puis vous avez par ailleurs sur la sphère professionnelle une demande de plus en plus forte qui est par exemple celle de la motivation et du sens, hein. Vous avez des études qui montrent qu'aujourd'hui la moitié de la population active, donc d'où les 10 millions et plus, la moitié de la population active est en quête de sens et trouve que son travail ne lui en apporte pas trop. Il y a aussi des dimensions qui sont liées aux accidents du travail, la pénibilité du travail. Donc, globalement, l'ère finalement de la ressource fossile, elle a quand même tendance un peu à disparaître. Et donc, mécaniquement, vous avez un gisement qui est un gisement qui va s'appauvrir et qui explique d'ailleurs qu'on ait de plus en plus de mal à recruter et qu'on ait de plus en plus de mal à fidéliser. Et le deuxième élément, quand j'évoque le fait que la poubelle se remplit, c'est qu'on constate une forme de carbonation croissante de l'activité, c'est-à-dire finalement un effet de surchauffe avec derrière de plus en plus d'acidité dans les organisations. Je pris trois indicateurs, mais vous pouvez le ramener, chacun peut le ramener dans son entreprise, c'est que le taux d'absentéisme dans les organisations ne cesse de s'accroître, et donc il s'est élevé en 2018, et maintenant je crois qu'on a même les chiffres de 2020, à plus de 20 jours par an sur l'ensemble des effectifs, alors qu'il était de l'ordre de 12 jours par an il y a encore une dizaine d'années. L'indice d'engagement qui est mesuré chaque année sous forme d'IBET, on s'aperçoit qu'en fait, après avoir connu en 2015 une petite hausse, eh bien, il est en baisse constante d'année en année. C'est-à-dire qu'on a des gens de plus en plus absents, des gens qui sont de moins en moins engagés dans les entreprises, en tout cas si on en croit les études.
Et par ailleurs, on a un nombre de maladies professionnelles déclarées qui s'accroît. J'ai pris ces 3 indicateurs, il y en a d'autres, chacun pourra adapter finalement dans son entreprise et se dire, est-ce que je ne suis pas finalement confronté à ce que moi j'appelle une carbonation, mais par analogie avec l'empreinte carbone et le CO2 de la transition énergétique, mais ce que chacun pourra voir comme une forme d'acidité ou d'acidification, ou toxicité dans son organisation, avec des réponses qui sont aujourd'hui des réponses qui marchent, mais qui sont globalement insuffisantes. Je pense par exemple à un métier qui s'est développé extrêmement fortement, qui est celui du coaching. Le coaching qui est ni plus ni moins que l'idée qu'on va tirer toujours plus de notre collectif de travail avec des énergies à fort développement. C'est une activité qui a connu un développement considérable puisque c'est le deuxième levier mondial de croissance dans les métiers du service, par exemple. Ensuite, il y a tout ce qui touche aux démarches en termes de qualité de vie et de prévention. Donc aujourd'hui, en fait, mais quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui et puis dans un avenir qui est un avenir relativement à brève échéance. Je me garderai bien de dire, de le dater, mais on est quand même à relativement brève échéance. Il y a donc de sérieuses menaces, d'un côté de raréfaction de la ressource, de l'autre côté d'un accroissement finalement du taux de carbone dans les organisations, qui font qu'on a de fortes menaces sur la soutenabilité des organisations, c'est-à-dire l'idée qu'elles puissent être des organisations qui sont des organisations durables. Et pour essayer de comprendre en fait là où on peut agir, il y a un modèle qui est tout à fait intéressant, qui est un modèle mathématique, qui est un modèle qui a été inventé par un économiste, qui s'appelle, l'économiste c'est un japonais, qui s'appelle Kaya, et qui est un modèle qui a été développé dans le cadre de la transition écologique, et qui en fait essaye d'envisager la façon qu'on va avoir de rendre l'activité humaine durable. Et ce modèle, il est assez simple, hein. Il part d'une suite de nombres qui, je pense, sont assez simples. C'est de dire que le CO2, donc c'est-à-dire le taux de toxicité de carbone, égale CO2. Jusque-là, je pense que tout le monde a compris. Mais ensuite, pour créer des termes qui sont des termes intéressants, il va le multiplier et diviser, donc pour pouvoir avoir des termes mathématiques, par le niveau d'énergie qu'on va mobiliser, par la richesse qu'on va créer et par la population qui le crée. Donc en fait, pour le dire autrement, de ce côté-là, sur le côté gauche de l'équation, vous avez tout ce qui constitue ce qu'on appelle l'intensité carbone des énergies utilisées, c'est-à-dire le taux d'acidité, le taux de toxicité qu'on génère avec les personnes qui sont et les ressources qu'on utilise. Énergie sur PIB, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pour produire un point de richesse, combien est-ce que j'utilise d'énergie. PIB sur population, c'est quelle est la richesse produite par personne, et puis derrière la population. Et on a là 4 termes qui fait qu'on a 4 termes sur lesquels on peut jouer de façon indistincte pour essayer de réduire à l'arrivée notre taux de CO2, notre taux d'acidité, notre taux de pollution dans le cadre de la société. Mais si on le ramène à l'entreprise, eh bien, de façon extrêmement simple, vous avez 4 leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Le premier levier, si vous voulez avoir des organisations moins acides, c'est de se dire, je vais réduire les effectifs, je vais être plus petit, je vais avoir la paix. Le deuxième, c'est celui qui consiste à dire, ben, finalement, je vais baisser ma rentabilité, puisqu'à chaque fois que je vais l'augmenter, je sais que je vais augmenter mon niveau d'acidité. Bon, c'est une façon d'envisager les choses. Le troisième qui est de dire, finalement, je vais être beaucoup plus efficace pour produire ma richesse. Donc, vous allez jouer sur l'efficacité et donc vous allez faire des aménagements dans ce sens. Et puis, vous avez un quatrième levier qui est celui de la diversité des ressources utilisées, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une organisation, pour faire très court, monolithique avec des ressources qui sont toujours les mêmes, eh bien, je vais essayer de faire en sorte de les diversifier. Les 2 premiers termes, c'est-à-dire baisser ma rentabilité ou baisser mes effectifs, quand on est chef d'entreprise et quand on a une dynamique d'entreprise, paraît assez peu réaliste. Donc celui-là, je l'oublie d'emblée. Aujourd'hui, en fait, il y a un effort qui est fait en termes d'efficacité. Donc on va essayer d'aménager, d'optimiser l'organisation pour faire en sorte d'avoir moins d'énergie à développer pour créer de la richesse. Et enfin, la zone de progrès sur laquelle j'aimerais vous inviter, c'est celle de la diversité, donc avec une diversification du mix des ressources que l'on va utiliser. C'est-à-dire derrière l'idée que plus je vais
utiliser de ressources diverses. Plus je vais utiliser de personnes en situation de handicap, plus je vais utiliser de personnes malades, plus je vais utiliser de personnes qui sont en situation de vieillissement, de seniors, etc. Donc plus je vais mixer en fait dans mon organisation, et plus derrière, je vais désacidifier mon organisation, et derrière, je vais finalement avoir un vrai levier de progrès. Et on voit bien là que en fait, la vraie valeur ajoutée des collaborateurs en situation de handicap, en situation d'aide familiale ou autre, c'est leur apport n'est pas un apport en termes de performance économique, comme souvent on essaye de le dire sans jamais vraiment arriver à le trouver, mais vraiment en termes de performance organisationnelle. Et pour ça, il y a deux chiffres qui sont deux chiffres que j'aimerais vous soumettre. Le premier, c'est que bah là, je vous évoquais l'étude qu'on a menée sur l'influence des travailleurs en situation de handicap par rapport à l'efficacité, à l'influence sur l'efficacité des organisations, excusez-moi. Et on a en fait pour cela interrogé à la fois des managers, des dirigeants d'entreprise avec des modèles extrêmement robustes, en leur demandant, dans les 3 ans qui se sont passés, le fait de travailler avec des personnes en situation de handicap, quelle a été leur influence, une échelle sur 10, sur les différents items qui sont listés là. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'ils ont un impact positif sur le niveau de productivité, volume d'activité, etc. Plus on se rapproche de 10, plus c'est positif, plus on se rapproche de 0, moins c'est positif, la moyenne s'établissant à 5. Vous noterez, vous constaterez qu'en fait, on est sur des niveaux extrêmement importants, tant du point de vue des managers que du point de vue des dirigeants d'entreprise, même si les distributions dans les notes sont un peu différentes, puisqu'on est rarement au-dessous de 6, et on va même parfois jusqu'à 7 sur 10. C'est-à-dire que là, on a une expérience grandeur nature de gens qui, employant des personnes en situation de handicap, soit dans leur entreprise, donc au sens macro, soit en tant que manager dans leur équipe, se retrouvent dans des situations où ils estiment que cela a eu un impact qui était un impact extrêmement important. Et mine de rien, c'est ce qu'on retrouve sur une autre forme de population, qui est une population plus fragilisée, qui sont les aidants familiaux. Et là, vous avez une étude qui a été menée en Angleterre, très sérieuse aussi, qui a été menée par le gouvernement anglais, qui montre que le fait d'avoir intégré des collaborateurs en situation d'aide, donc de s'être donné les moyens, hein, donc d'avoir fait bouger un peu l'organisation, amène des résultats colossaux et extrêmement positifs, puisqu'on constate par exemple que 88% des gens vous disent que ça réduit l'absentéisme, 69% que ça améliore la productivité, et par exemple que 72% pensent que la qualité de service rendu est améliorée. De la même façon, ça a un impact important en termes de culture, hein, puisqu'on améliore le climat social pour 93%. Vous voyez, je vous parlais d'acidification, ben voilà, on a un effet qui est un effet d'apaisement. Il y a une forte réduction du turnover, il y a une amélioration de l'engagement des collaborateurs, des pratiques managériales, etc., etc. Très bien, Thierry. Donc, au constat de votre présentation, et ce que je remarque, c'est qu'effectivement, l'intérêt pour l'entreprise demain, c'est plutôt d'aller vers la zone de progrès. Et donc, la difficulté aujourd'hui, qu'on soit grande entreprise ou parfois TPE, PME, c'est de se dire comment en entreprise, en fait, je peux appréhender ces zones de vulnérabilité et aller vers ces zones de progrès. Très bien. Je vais essayer, je vais essayer de répondre, mais si j'avais la réponse totale et complète, je pense que j'aurais déposé un brevet, que je serais parti en Amérique du Sud. Mais je vais quand même essayer d'apporter des éléments de réponse. Le premier, c'est que, et j'espère que vous l'aurez compris, et c'est une invitation en fait dans l'intervention que je fais, c'est d'essayer d'envisager la question de la vulnérabilité comme non pas simplement une expérience qui est une expérience parfois dramatique, et c'est objectivement ça l'est, mais aussi comme une expérience qui est une expérience opportuniste. D'une certaine façon, ça me rappelle ce vieux dicton qui dit que finalement la pauvreté, c'est une sobriété subie, alors que la sobriété, c'est une pauvreté consentie. Donc il y a derrière ce petit dicton l'idée qu'il se cache au sein de la question de la vulnérabilité et de la fragilité quelque chose qui est du domaine de l'expérience, et que cette expérience, normalement, elle est profitable à tous. Et en fait, c'est une expérience, quand on est en situation de handicap, quand on est en situation d'aide, et quand on évoque une expérience de friction, c'est qu'on se retrouve en permanence confronté à un certain nombre de décisions à prendre, à un certain nombre d'interdits qui sont posés, à un certain nombre de contraintes qu'il faut lever et qui font friction,
et qui, d'une certaine façon, vont amener l'individu, dans le cadre d'un savoir expérientiel qu'il acquiert petit à petit, à transformer à la fois son environnement, tout simplement en l'aménageant par exemple, mais à se transformer lui-même intérieurement. Et on en revient finalement à, et pourquoi est-ce que j'évoque la question de l'énergie? On en revient finalement à une définition physique de l'énergie, puisque l'énergie, c'est la quantification de la transformation d'un système, c'est la capacité à créer du mouvement. Donc il y a toute situation de vulnérabilité, et celle que je décrivais le montre, est une situation qui va viser à transformer l'État, à transformer l'État, et notamment l'état de la personne. Et il se traduit par trois types de choses, hein. Il se traduit d'une part par le fait que l'expérience de handicap, mais l'expérience personnelle, hein, l'expérience d'aidant, l'expérience de personnes seniors, l'expérience de personnes malades, produit d'une part une forme d'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie de destination. C'est celle qui va permettre à l'individu d'avoir et d'acquérir des compétences nouvelles. Donc on est vraiment dans l'acquisition de savoir et de savoir-faire. Je vous montrerai dans quelques instants qu'ils sont désormais démontrés pour certaines catégories de population, ou au-delà des compétences, ils se retrouvent renforcés dans les compétences initiales qu'ils avaient ou les qualités initiales qu'ils avaient, et ils développent par ailleurs la possibilité de être plus adaptés à un certain nombre de situations telles que les crises ou telles que la crise Covid. Je reviendrai dans quelques instants. Ensuite, plus le temps va passer, en fait, et plus l'expérience de vulnérabilité est grande pour la personne, et plus ça va toucher à son, non plus seulement au savoir et au savoir-faire, mais au savoir-être. Et il y a une forme d'énergie dérivée, hein, qui est finalement, dans le cadre d'une production énergétique, celle qui est celle qu'on ne veut pas, mais qu'on peut récupérer. C'est par exemple de la fumée. Quand vous faites brûler un feu, par exemple, qui va vous chauffer, si vous récupérez la fumée est une énergie dérivée. Je vous fais très court. Et elle se caractérise par une transformation de type psychopersonnel. Et donc là, on s'aperçoit que ces expériences, ces situations de vulnérabilité sont des situations dans lesquelles on acquiert des talents, et ça vient à la fois conjuguer le registre psychologique, le registre relationnel, le registre personnel, et aussi le registre organisationnel dans sa capacité à se gérer, à s'autogérer. Et enfin, c'est aussi des situations, et c'est intéressant de l'envisager aussi sous l'angle de l'énergie fatale. L'énergie fatale, c'est toute celle qui existe mais qu'on ne peut pas récupérer, puisqu'on s'aperçoit aussi que très souvent, chez des personnes qui sont des personnes vulnérables, elles ne se sentent pas dignes de penser qu'elles ne pu avoir des compétences. Donc vous avez des gens qui se résignent, des gens qui ont des freins, et derrière, si l'organisation n'apprend pas à mieux exploiter ou révéler des compétences qui sont des vraies compétences, eh bien, elle se prive d'une part d'un vrai gisement, mais en même temps, elle n'aide pas les personnes à mieux se révéler. Je vais vous prendre un exemple assez simple, hein, c'est qu'en fait, tout ce système-là, il fait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, si on veut essayer de récupérer, comprendre des compétences qui sont celles des personnes vulnérables et fragiles, eh bien, et si on veut finalement utiliser l'énergie qui est l'énergie propre de ces personnes, on a, comme dans n'importe quelle énergie, besoin d'utiliser un convertisseur. C'est-à-dire que pas plus que vous ne buvez du pétrole, pas plus que vous ne mettez des doigts dans la prise, eh bien, pas plus que vous ne pouvez utiliser ex nihilo ou imaginer ex nihilo ce que ces personnes peuvent vous amener. Donc, ça oblige de la part de l'entreprise à essayer à la fois d'envisager et d'utiliser ce qu'on appelle un convertisseur énergétique. Et on l'a, par exemple, dans le cadre d'une étude qu'on a fait avec AG2R La Mondiale, qui était aussi partenaire de l'étude sur le handicap, mais là, on l'a fait sur les aidants familiaux. On s'est aperçu, en fait, que, à l'issue de l'étude, que l'expérience d'aide familiale permettait de développer 4 blocs de compétences qui sont ce qu'on appelle des skills ou soft skills, qui sont identifiés et validés par la littérature et qui surtout, et c'est là où c'était le plus intéressant, sont en résonance directe avec le rapport du Forum économique mondial sur les jobs du futur. Donc, il envisage les jobs du futur à une échéance assez brève, hein, c'est un horizon 2025-2030. Et ce que l'étude démontre, c'est que quand on est aidant familial et derrière, dans des situations qui sont des situations de vulnérabilité, on a 4 blocs de compétences qui se développent ensuite en blocs de sous-compétences. Le premier élément, c'est qu'on est en capacité, mais non pas seulement fantasmé, mais aujourd'hui extrêmement objectivé, à s'auto-organiser. On est aussi en capacité à résoudre des problèmes complexes. On est aussi en capacité à travailler avec les autres. Et enfin, on est aussi en capacité à maîtriser les équipements et des technologies. Et ensuite, hein, je ne rentre pas dans le détail de l'ensemble de ces blocs. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce que je dis là, en évoquant la question des aidants familiaux, c'est que ça en fait des collaborateurs extrêmement adaptés,
dans le cas, par exemple, d'une crise comme le Covid. Que s'est-il passé pendant le Covid et en termes de télétravail en termes de gestion du télétravail? On s'est retrouvé à travailler à distance avec des contraintes et des niveaux de contraintes extrêmement importants, où était convoqué quoi en fait en termes de compétences? Était convoqué le fait qu'on pouvait être auto-organisé, puisqu'on était seul, hein, livré à soi-même chez soi, souvent, qu'on devait être en capacité à résoudre des problèmes qui étaient des problèmes complexes, et on devait en plus le faire seul ou le faire de façon collaborative, mais en tout cas, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés. Il fallait être en capacité de travailler avec les autres, donc de savoir et d'avoir un vrai savoir-faire qui dépasse simplement le fait qu'on partage un bureau, et enfin, de pouvoir être en capacité à maîtriser des équipements et des technologies. Pour le dire autrement, les collaborateurs aidants, il y a de nombreuses études qui ont été menées depuis, sont la démonstration in vivo que la vulnérabilité qui est la leur, hein, ils accompagnent un proche fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap, sont la démonstration qu'ils peuvent être des collaborateurs contemporains particulièrement adaptés aux enjeux. Mais pour ça, donc ça je vais passer, mais pour ça, ça suppose de la part de l'entreprise d'être en capacité à disposer des matrices, et elles se construisent, hein, petit à petit, les matrices autour des vulnérabilités se construisent, où en fonction des capacités que la personne aura mobilisées, ben, on pourra les ranger et imaginer les compétences que, en tant qu'entreprise, on va pouvoir utiliser. Par exemple, la capacité à s'informer, hein, qui est une vraie capacité de la part des aidants, puisqu'ils ont une vraie expertise dans le domaine, bah, ça facilite le fait qu'on soit auto-organisé, qu'on résolve des problèmes complexes, etc. Je peux en prendre un autre. Le fait d'être polyvalent et donc faire acte de polyvalence, a priori, on peut penser que la compétence qui est directement attachée, c'est une compétence d'auto-organisation. Donc là-dessus, il y a des outils qui se développent. D'ailleurs, AG2R, la mondiale, est en train de développer des outils dans ce domaine-là. Donc, il faut comprendre qu'on est face à une situation qui est une situation de, de friction, on a une situation qui génère de l'énergie et que cette énergie, bah, tout le but de l'entreprise, c'est de pouvoir le récupérer. Pour le dire différemment, ça veut dire simplement que de la part de ceux qui nous écoutent et de la part des entreprises, il y a une nécessité de changer de logiciel et d'avoir une autre forme de transition énergétique. Et cette transition énergétique, c'est celle des ressources humaines. Donc, intégrer aujourd'hui et faire de la vulnérabilité une sorte de force dans les organisations, c'est accepter au sein de l'organisation de passer d'un modèle qui est un modèle fossile et solide. Tout le monde se ressemble et finalement, on a une forme de primat à la performance et un primat à l'efficacité, mais qui, sur le long terme, commence à toucher ses limites, pour passer à un modèle qui va permettre d'intégrer un gisement de nouveaux types de ressources et derrière de pouvoir aboutir, hein, à des organisations qui sont des organisations mixées et intelligentes. Changer de logiciel, en fait, c'est assez simple et en même temps compliqué. C'est prendre en compte trois dimensions. Il y a une première dimension qui est la dimension culturelle du sujet. Il y a une deuxième dimension qui est la dimension structurelle, une troisième qui est une dimension opérationnelle. La dimension culturelle, c'est tout simplement, j'espère, je ne sais pas si j'y serai parvenu, mais j'espère qu'au moins j'aurai éveillé chez vous, pour ceux qui ne l'avaient pas, un peu de curiosité par rapport à ce sujet, c'est d'intégrer la vulnérabilité non plus comme un problème, non plus systématiquement comme une charge, mais bien comme un potentiel, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur des savoirs qui sont des savoirs expérientiels, qui à un moment donné vont venir enrichir l'entreprise. C'est-à-dire, pour le dire un peu différemment, et on a un peu conceptualisé cette question, c'est qu'aujourd'hui, on envisage les travailleurs comme étant, les travailleurs fragiles, comme des travailleurs à besoins spécifiques, mais alors que j'espère que le début de démonstration que j'ai pu vous faire, vous voyez bien qu'en fait, on est face à des travailleurs à besoins et à ressources spécifiques. Donc en fait, intégrer la vulnérabilité comme un potentiel, c'est derrière imaginer que ces personnes vont m'amener des ressources qui sont des ressources extrêmement précieuses pour mon organisation et parallèlement qui vont me permettre d'être dans un collectif de travail plus apaisé. La dimension structurelle, c'est de toute façon, elle est nécessaire, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer son organisation au bénéfice de tous. Ce que démontre, par exemple, vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises qui ont mis en place, notamment dans le domaine de la qualité de vie des personnes malades, des personnes aidantes, des personnes seniors. Je pense à une entreprise comme Novartis, par exemple. C'est une entreprise qui, en travaillant à l'organisation et à l'adaptation de son organisation sur les populations les plus fragiles, fait aussi un système de reverse innovation, mais met en place une organisation qui, à un moment donné, rend service à tout le monde.
Le confinement, par exemple, fait que toutes les organisations et les entreprises qui avaient imaginé par avance une prise en compte, soit de collaborateurs en situation de handicap, soit de collaborateurs en situation d'aide, soit de collaborateurs en situation malade, se sont retrouvées à pouvoir recycler opportunément l'ensemble des solutions qui étaient proposées à ces petites populations. Elles ont pu le proposer à l'ensemble des organisations et dans le milieu bancaire, dans le milieu de l'informatique, dans le milieu de la téléphonie, par exemple, je vous parle de ceux que je connais, ben vous avez des entreprises qui se sont retrouvées avec davantage de résilience. Et enfin, au niveau opérationnel, bien, ça ne peut pas se passer si on n'outille pas et si on n'accompagne pas le management. Alors, je vais aller assez vite parce que je crois que l'heure commence à tourner. Et sur l'aspect culturel, quand j'évoque d'intégrer la vulnérabilité comme un potentiel, c'est d'une part derrière de comprendre les situations et leur influence. Ça suppose de pouvoir se renseigner hein, quand on est chef d'entreprise. Ça suppose aussi de pouvoir promouvoir et soutenir des politiques. Alors vous avez des chartes qui se mettent en place. Je vous cite par exemple la charte Cancer at Work. Ce sont des outils plutôt intéressants parce que c'est des outils accélérateurs qui ont déjà fait le travail à la place du chef d'entreprise, il ne se retrouve pas tout seul. Dans le cadre de ces chartes, vous avez des choses qui sont faciles à mettre en œuvre et permettent de regarder non seulement différemment le sujet, mais de mettre et d'installer, parce que ça donne des idées, hein, d'installer des politiques. La troisième chose, c'est qu'on ne peut pas s'interdire non plus de se dire qu'en intégrant des populations un peu différentes, avec des ressources un peu différentes, eh bien, on peut aller vers des démarches de différenciation en termes de produits, de services, ce que montre par exemple la Silver Economy, ce que montre par exemple aussi pas mal d'études sur la question du handicap, par exemple, où on s'aperçoit que aux États-Unis, le fait d'employer des travailleurs en situation de handicap ouvre de nouveaux marchés parce que derrière, dans l'organisation, eh bien, ça oblige les entreprises à finalement, enfin, ça n'oblige pas, ça invite les entreprises à essayer de faire évoluer leurs produits pour répondre précisément à ces nouveaux types de clientèle qui sont tout à fait considérables et nombreux. Et enfin, le dernier point, je ne vais pas être long sur la question, c'est le fait d'intégrer la vulnérabilité comme un potentiel et pas comme une charge ou comme finalement qui va installer finalement le manager dans une situation qui est une situation un peu de rétablissement de l'ordre, de rétablissement de la justice, c'est d'éviter l'effet de Karpmanisation de l'organisation. Alors, c'est un néologisme, la Karpmanisation, en fait, qui vient de Karpman et de son triangle, que j'imagine certains d'entre vous connaissent, et qui définit en fait les relations possibles, et qui sont un dévoiement des relations, comme étant finalement bornées par trois types de positions, qui est celle de la victime, du sauveteur et du persécuteur. Et très souvent, le manager qui se retrouve, moi je l'ai vu parce que j'ai accompagné des managers dans ce genre de situation, dès lors qu'il n'intègre pas la vulnérabilité comme un potentiel, mais bien comme une charge, il va se retrouver dans une situation dans laquelle finalement il va d'abord faire parler le ressenti, la confiance, et beaucoup moins que le mental, le conscient, le contrat. Pour le dire autrement, il va évidemment essayer d'être le sauveteur de la personne dont il pense qu'elle est une victime, et ce faisant, il risque, pour d'évidentes raisons, de décentrer son activité et finalement de moins s'intéresser à son équipe. Donc derrière aussi d'avoir des pratiques qui sont des pratiques possiblement injustes. Et au final, en voulant être sauveteur, il peut se transformer en bourreau et par ailleurs, il peut à un moment donné devenir lui-même victime parce que l'équipe se ligue contre lui ou parce que finalement la personne qui est la personne vulnérable n'a pas besoin d'une aide et n'a pas besoin de se sentir comme une victime. Ce qui amène donc derrière des relations et des modes de relations différents. Tant que vous en êtes à considérer le travailleur à besoins spécifiques, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a des besoins et qui est une forme de charge, vous allez en rester à une relation de personne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de relation de personne, je dis juste qu'à un moment donné, le collaborateur en situation de vulnérabilité est d'abord et avant tout un collaborateur et donc il est mu par un contrat de travail et que derrière cette question, donc c'est comment est-ce que je change la représentation que j'ai du travailleur à besoin et à ressources spécifiques. Le deuxième élément, qui est un élément structurel, hein, c'est comment est-ce que je fais évoluer mon organisation au bénéfice de tous. Vous avez plusieurs types de situations, j'ai essayé d'en lister, on va aller assez vite sur la question, mais faire évoluer son organisation au bénéfice de tous, c'est à un moment donné placer des capteurs sur le terrain et commencer à générer des pratiques qui soient d'une part en capacité à prévenir les situations et d'accompagner la parole au plan individuel. Vous avez beaucoup de situations de gens qui se fragilisent et des gens qui sont vulnérables, mais qui n'en parlent pas
mais qui en même temps n'en parle pas, mais ça a un impact sur l'équipe. Il va s'agir aussi de respecter l'équité et tenir la règle au plan collectif, j'ai abordé, mais c'est par exemple ce que vous avez dans le cas d'une situation de petit absentéisme récurrent après une maladie, où la personne qui est le collaborateur malade, ça s'est déjà vu, ou aidant familial finalement, va d'une certaine façon tirer sur la corde, parce que plus vous allez le considérer comme une victime, plus possiblement il peut tirer sur la corde. C'est évidemment pas le cas de tout le monde, hein, mais ça peut arriver. Et puis enfin, autre chose à faire pour faire évoluer son organisation au bénéfice de tous, c'est de structurer en fait les ruptures et le retour en termes de parcours professionnel. Et c'est par exemple le cas assez classique de la gestion du réengagement professionnel et du retour à l'emploi, c'est-à-dire du réaccueil de la personne qu'on emploie. Alors, prévenir les situations, accompagner la parole au plan individuel, il faut juste comprendre que le contexte dans lequel on s'inscrit est un contexte qui est un contexte de recueil en zone grise. C'est-à-dire que d'une part, pour l'entreprise, vous avez une forte obligation de résultat en termes de prévention de la santé, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous pouvez être pénalement responsable, juridiquement responsable, et puis vous n'avez pas le droit, la loi ne vous autorise pas, de demander ou d'exiger une situation, d'exiger une déclaration de la situation, comme par exemple la maladie. Et de l'autre côté, le collaborateur, il n'a pas d'obligation, évidemment, mais aussi, c'est une situation qui peut, parce qu'elle n'est pas maîtrisée de son côté, être préjudiciable pour sa santé. Et donc derrière, vous vous retrouvez sur des caractéristiques extrêmement claires de la situation, c'est que on ne va pas vouloir agir ou on ne va pas vouloir dire par peur de la stigmatisation. On va se retrouver dans des situations de souffrance et de stress, soit pour le collaborateur, soit pour derrière le manager, et l'ensemble ayant un effet possiblement contaminant sur l'équipe. Donc, mettre en place aujourd'hui un recueil de la parole, c'est d'une certaine façon aborder plus sereinement les problèmes. Et donc, derrière, ça veut dire d'être en capacité à pouvoir dépister le plus en amont possible les signaux faibles, c'est-à-dire d'avoir une organisation intelligente, de favoriser, de manager les occasions d'accueillir la parole, d'agir évidemment vis-à-vis de l'équipe, et derrière de pouvoir, quand on est un manager, mobiliser, orienter vers les ressources qui sont les ressources les plus pertinentes. Voilà, c'est quelques pistes d'action, on pourra y revenir hein, dans les questions et réponses, mais simplement pour ça, ça suppose d'avoir en tête le fait que comment est-ce que je vais à un moment donné essayer d'aller traquer, je vais utiliser cette image un peu maladroite, mais comment est-ce que je vais essayer d'aller traquer le gisement, c'est-à-dire d'aller identifier tous les gens qui sont possiblement en situation de fragilité et qui derrière dans l'entreprise risquent à un moment donné, parce qu'ils ne sont pas bien intégrés, s'effondrer. Vous avez 9 stades qui sont 9 stades progressifs, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun d'entre eux, mais vous avez là aussi des outils qui sont des outils d'aide à la fois aux dirigeants, à la fois aux managers et qui permettent de déterminer à l'aide de 3 niveaux d'alerte les éléments qui vont vous conduire et conduire soit le dirigeant, soit le manager à prendre un certain nombre de décisions et derrière à pouvoir accueillir une parole qui est une parole un peu plus bienveillante. Deuxième type de situation, c'est la question du retour en parcours professionnel, qui est une situation évidemment riche en paradoxes, puisque d'un côté, on a une entreprise qui va devoir récupérer un collaborateur qui était un collaborateur qui s'est absenté, il va devoir l'accompagner avec un retour progressif et qui va, d'une certaine façon, devoir assumer des changements qui sont des changements inhérents aux collaborateurs qui auraient été traversés par un certain nombre de questions ou autres. Et donc derrière, de reconfiguration de vie. Et pour le collaborateur, il y a un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a envie de tourner la page, mais laquelle? Est-ce que c'est sa vie professionnelle? Est-ce que c'est sa vie personnelle? Est-ce qu'il a changé finalement de point de vue? Quelles sont ses motivations? C'est-à-dire, est-ce qu'il vient uniquement pour des motivations financières? Est-ce que derrière, il veut avoir un vrai retour à l'activité? Oui, est-ce que derrière, il veut être dans un retour d'activité avec un vrai intérêt pour son travail? Et puis derrière, il y a un certain nombre de freins qui sont liés à la fois à sa confiance et au décalage. Donc en fait, on est là face à une question qui est une question de déséquilibre qui, si on l'envisage uniquement comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire finalement la personne revient et elle est désormais fragilisée, peut-être qu'elle va revenir, on va se retrouver dans une situation où on aura quelques problèmes. Sachant que le retour à l'emploi, il y a deux limites. Hein. Il y a une limite qui est le syndrome de l'imposteur pour le salarié. Il ne faut jamais imaginer qu'un salarié revient de longues maladies en étant forcément extrêmement confiant vis-à-vis
vis-à-vis de lui. Il se dit qu'à un moment donné, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il n'a pas suffisamment évolué dans l'entreprise, enfin, il n'a pas suffisamment suivi l'évolution de l'entreprise pour s'y intégrer. Donc, il est plein de questions. Et pour l'entreprise, qu'on le veuille ou non, la nature humaine étant ainsi faite que finalement, on a une forme de syndrome de l'intrus, c'est-à-dire un système organisé dans lequel vous réinjectez des nouvelles ressources, au moins au début, vous le perturbez. Voilà, donc vous êtes dans cette logique-là, ce qui signifie en fait en creux que la façon de gérer la chose, et en envisageant toujours notre collaborateur comme une ressource qui est une ressource possiblement rare, c'est de se donner un temps qui est un temps d'adaptation, et ce temps d'adaptation, il passe en termes de piste d'action, notamment par le fait que il s'agit de garder le lien pour anticiper le retour, c'est-à-dire que quelqu'un à qui vous tenez, vous ne considérez pas comme une charge, vous essayez de garder du lien avec lui, d'accompagner et de manager le retour. Donc ça veut dire derrière de pouvoir organiser une séquence et non pas simplement de se dire, bah voilà, ça va se passer, moi je l'ai déjà vu, des gens, bah, ça se passera comme ça se passera et puis on va passer à autre chose. Donc derrière aussi de préparer et de mobiliser l'équipe et bien sûr d'assurer de façon progressive le suivi du collaborateur. Et enfin, au niveau opérationnel, les changements à faire, c'est d'outiller le manager et l'équipe de façon à lui permettre à la fois de connaître ce type de situation, de comprendre finalement à la fois qui sont ces personnes, mais aussi derrière de la façon dont il peut exploiter les compétences, c'est de savoir les solutions dont il dispose. Et vous avez beaucoup de managers aujourd'hui qui sont assez pauvres dans les solutions qui leur sont proposées, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas dans les entreprises, et puis être réassuré, c'est-à-dire que derrière, dans l'entreprise, si on a culturellement et structurellement fait les choses, le manager se retrouve renforcé dans le fait qu'il est dans une entreprise où sa mission aussi, c'est une mission qui est de mieux intégrer la question de la vulnérabilité. Et enfin, ça suppose aussi de soutenir le collaborateur, je ne vais pas y revenir, mais c'est comment est-ce qu'on facilite la conciliation travail-vie personnelle en aménageant, par exemple en mettant en place, mais maintenant c'est devenu désormais courant, des questions de télétravail, dont on notera d'ailleurs qu'elles peuvent profiter à tout le monde. Donc ce que j'essaie de vous dire là, c'est que outiller le manager et soutenir le collaborateur, ça profite évidemment aux personnes qui sont concernées, mais ça profite réellement à l'ensemble de l'organisation. Très bien Thierry, merci pour cette approche et cet éclairage très enrichissant. Et donc, on voit bien donc à la fois les enjeux, la complexité et puis les démarches qu'il faudrait donc engager. Et donc aujourd'hui, enfin, finalement pour l'entreprise, enfin, quel type de bénéfices donc peut-on imaginer pour celles qui ont déjà mis en œuvre ou qui mettent en œuvre en fait des démarches ou des pratiques d'accueil et d'intégration déjà de situations de vulnérabilité. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? Je vais essayer de vous éclairer brièvement sur ce point, puisqu'on a pris un peu de retard. Je crois, mais je vais essayer brièvement. Vous aurez noté, je ne vais pas y revenir, mais vous aurez noté que effectivement, le premier des bénéfices, c'est qu'on va avoir, enfin le premier, même le bénéfice zéro, c'est qu'on va avoir davantage finalement. On va avoir normalement un collectif de travail qui est beaucoup plus apaisé, normalement, enfin, c'est ce que disent les études, ce que dit aussi la pratique, dans lequel vont se nouer finalement des nouvelles relations qui sont parfois des relations d'entraide. Et on sait que dans des milieux qui sont des milieux plutôt divers et qui sont des milieux composés, on va avoir des nouvelles pratiques de travail qui sont des pratiques beaucoup plus tranquilles et qui, d'une certaine façon, vont profiter à tous. Je voudrais juste insister sur deux bénéfices. Le premier, c'est que celui-ci, il est je vais dire, direct et objectif. C'est qu'en fait, en faisant ça, c'est-à-dire derrière, en utilisant toutes les ressources disponibles pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer, hein, vous allez optimiser l'exploitation énergétique du système ou de l'organisation, donc de votre entreprise. Et pour ça, je suis désolé, il est un peu tard, je vais vous infliger un tout petit peu de mathématiques, mais pour ça, vous avez une définition qui est celle de l'énergie cinétique qu'on apprend tous en quatrième, me semble-t-il. Et l'énergie cinétique, c'est la moitié de la masse par la vitesse au carré, moins les frottements, fois l'énergie potentielle. Aujourd'hui, toutes les actions qui sont menées et souvent à dessein dans les entreprises, c'est des actions qui touchent à de l'aménagement. C'est-à-dire globalement, on essaie de créer des collectifs de travail qui sont des collectifs de travail plus inclusifs, dans lesquels on va jouer sur des facteurs de charge, on va aménager les postes, on va jouer sur des registres qui sont ceux de la santé, on va soutenir, on va derrière essayer de faire en sorte de créer une espèce
de postes intéressants. Et donc, on va réduire par effet direct les frottements. Et quand vous allez faire ça, vous allez jouer sur deux aspects assez simples. Vous allez jouer plutôt sur la rentabilité financière et sur la rentabilité économique de votre entreprise. Le fait, comme j'essaye de vous y inviter, de s'intéresser à l'énergie potentielle, hein, c'est-à-dire les potentialités que j'ai pu commencer à balayer, à savoir des compétences, à savoir le fait qu'il y a des pratiques nouvelles qui se mettent en place, à savoir aussi le fait qu'il y a un effet d'apaisement, eh bien vous allez ni plus ni moins jouer sur l'efficacité économique et surtout, vous allez faire porter l'effort sur le premier effet multiplicateur de l'énergie d'un système. C'est-à-dire dans l'équation que je vous présente là, là où vous gagnez, vous avez les plus gros gains avec les plus petits investissements, c'est sur l'énergie potentielle, donc la partie droite, et pas sur la partie gauche. Le deuxième bénéfice, c'est qu'en diversifiant les ressources, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à demi-mot, c'est que vous allez accroître la capacité de résilience de l'organisation. Actuellement, vous avez des modèles, hein, c'est la théorie des systèmes, vous avez des modèles qui sont des modèles extrêmement denses, et de fait, puisqu'on a une organisation dense avec des gens qui se ressemblent, extrêmement tissés, c'est des modèles qui résistent à un choc, mais qui s'effondrent vite. C'est-à-dire que c'est des modèles connectés, homogènes, ils vont résister, puis progressivement, ils vont s'effondrer. Alors que le modèle d'intégration, le modèle de diversité est un modèle qui permet au contraire d'être beaucoup plus amortisseur. Donc, il va y avoir il va amortir finalement les différents aléas, comme j'ai pu le dire par exemple pendant le Covid avec les collaborateurs aidants ou les dispositifs qui ont été mis en place dans les entreprises. Donc, vous allez avoir une organisation qui est une organisation finalement beaucoup plus adaptée aux aléas qui sont ceux de demain. Et je vous remercie. Très bien, Thierry, merci beaucoup pour la qualité, en tout cas, de votre exposé qui nous a bien éclairé et qui, j'ai pu constater donc, qu'il y avait un certain nombre de questions qui remontaient. Et donc, mon collègue Frédéric Butel est à la manœuvre hein, depuis le début de la conférence. Et donc, il a répertorié donc, les questions qui sont importantes encore à vous poser pour nous éclairer en fait sur ce sujet. Et donc, Frédéric, je t'invite à nous faire part de la première question que tu proposes de nous remonter, de remonter à Thierry. Voilà. Oui, j'ai beaucoup de questions, des remarques, des témoignages. On n'est pas couché, hein. Alors, la première J'espère question, positif. J'espère positif. bien sûr. Bon. La première question très généraliste, faut-il des accidents de la vie pour être vulnérable? Alors, je crois que la question cite les zèbres, mais aussi les personnes âgées. Alors, faut-il avoir des accidents de la vie pour être vulnérable? On a tous, d'une certaine façon, la vie est un accident. Vous voyez, je vais répondre en fait de façon badine, mais on est tous vulnérables. La question, c'est comment est-ce que finalement on est pris en compte? C'est-à-dire que, évidemment, bah, quand vous voyez, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, moi j'ai des problèmes de vue. Vous voyez, donc si je n'étais pas pris en compte du point de vue soit des lunettes, soit des lentilles, je serais quelqu'un de fragilisé. Mais néanmoins, comme on a réglé mon problème, comme l'économie s'est chargée de régler mon problème, eh bien, je suis quelqu'un de vulnérable du point de vue de la vue, comme à peu près n'importe qui. C'est-à-dire n'importe qui peut se retrouver avec un œil crevé, avec le fait qu'il peut devenir aveugle subitement. Donc, il faut pas, pour répondre encore plus avant, l'accident de la vie, c'est un accident dont chacun a finalement la définition. Je vais vous prendre, il y a une étude tout à fait intéressante qui a été menée, alors c'est pas la Française des Jeux qui l'a menée, je sais plus, je crois que c'est un laboratoire en Belgique qui a mené cette étude où on a demandé alternativement à une population quel était leur niveau de bonheur. Cette population était composée, s'ils se sentaient heureux. Voilà, la question c'est est-ce qu'ils se sentaient heureux, et cette population était composée de deux bras. Vous aviez un premier bras qui était des gens qui avaient gagné au loto il y a 5 ans, et des gens qui avaient eu un accident de voiture et qui les avait considérablement paralysés hein, et handicapés il y a 5 ans. À votre avis, qui est le plus heureux? Comme ça, spontanément, je pense que là, évidemment, vu que je vous ai posé la question, vous allez me dire, il y a un piège, je ne vais pas répondre. Enfin, spontanément, la représentation qu'on se fait des choses, c'est qu'on se dit finalement, c'est les gagnants de l'auto. Et bien en fait, vous n'en avez pas un qui est plus heureux que l'autre. Ils ont le même niveau de bonheur.
de la même façon, vous le retrouvez dans les pathologies, et après je ne vais pas vous égrener toutes les études, mais c'est parce que la question est posée, mais vous avez une autre pathologie qui est le cancer du sein métastatique. Quand vous interrogez les patientes atteintes de cancer du sein métastatique, alors juste pour bien comprendre, c'est un cancer qui se guérit de plus en plus, mais enfin qui ne se guérit pas plus exactement, mais dont le gain de survie s'accroît, mais enfin néanmoins c'est une maladie qu'on ne guérit pas et qui souvent a une issue fatale assez rapide. Eh bien, quand vous demandez à des patientes si elles ont quel est le niveau d'optimisme qu'elles ont vis-à-vis de l'avenir, eh bien, vous ne me croirez peut-être pas, hein, mais c'est tout à fait étonnant. Elles ont un niveau d'optimisme vis-à-vis de l'avenir qui est nettement supérieur à celui de l'ensemble de la population française. Donc, vous voyez bien, c'est pour ça, hein, c'était pour répondre à votre question. La question de l'accident de la vie, c'est de quel accident on parle et de quelle vie on parle. Très bien. Alors, dans l'oreillette, on me signale que les PA ne sont pas les personnes âgées, mais les pensent autrement. Les Qui PA pensent sont-nous? autrement. Oui. D'accord. Alors, j'ai une question qui rejoint celle-là, c'est la vulnérabilité ne remet-elle pas en cause la normalité, finalement? Et oui, alors, bah oui, c'est une question. Alors là, le problème, c'est que je ne suis que sociologue, je ne suis pas philosophe. Alors, j'ai quelques notions, mais non, mais oui, en fait, ce que l'on appelle en fait la normalité, ce que j'essaie d'expliquer à travers le collectif de travail, c'est ce que l'on va collectivement accepter. C'est-à-dire, et on voit bien d'ailleurs qu'on a un champ qui progressivement, le champ de la normalité qu'on connaît aujourd'hui en 2020, n'est absolument pas le même que celui qui était en 1950, qui lui-même n'est absolument pas le même, celui qui est en 1850. Je vais vous prendre, vous allez comprendre ce que je veux dire par là, c'est que, mais par le biais de l'anormalité, c'est que si je vous dis qu'il y a 200 ans, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 200 ans, ou même 150 ans, le niveau de vie moyen d'un Français journalier était de 1,90 € en euros reconstitués, 2014. Aujourd'hui, et à l'époque, c'était acceptable. Aujourd'hui, c'est devenu inacceptable. Donc, vous voyez, voilà, ce qui est normal, finalement, le champ de ce qui est normal ou anormal, évidemment, est censé évoluer. Et plus on reconnaît, et plus derrière, on commence à répondre aux questions de vulnérabilité, bah, plus le champ de la normalité s'élargit. Et donc, oui, pour répondre de façon basique, oui, la normalité ne veut plus dire grand-chose. Alors, j'ai une question un petit peu plus précise. En quoi la conscience de vulnérabilité pourrait accélérer le retour à l'emploi du capital humain des 45 et plus? Ah, alors c'est un sujet intéressant. Eh ben, c'était ce que j'évoquais sous l'angle de l'énergie fatale. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a trois types d'énergie. Il y a une énergie qui est une énergie finale, dérivée et fatale. Et tout ce champ-là, c'est-à-dire que vous avez, qui est un champ réel, vous avez des gens qui n'ont pas conscience du fait qu'à un moment donné, l'expérience qu'ils ont vécue, le savoir qu'ils ont pu accumuler, les compétences qu'ils ont dû mobiliser ou les capacités qu'ils ont dû mobiliser par cette expérience, peut à un moment donné être opportunément utilisé sur un CV. Et ça, c'est valable évidemment pour les aidants, c'est aussi valable pour des gens qui ont 45 ans et qui se disent, finalement, l'expérience que j'ai vécue, par exemple, parce que je suis tombé malade, j'imagine, hein, ou parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé longuement au chômage, est une expérience que je vais cacher plutôt que de la mettre en avant. Donc, pour répondre pleinement à la question, la prise de conscience, elle est à la fois par la personne, mais une fois que j'ai dit ça, c'est très bien de dire aux gens prenez conscience d'eux, mais si dans une organisation, dans les entreprises, vous ne leur permettez pas de le dire, c'est-à-dire derrière, s'il n'y a pas une politique par rapport à ça, c'est pour ça que j'évoquais à la fois l'aspect culturel et structurel, c'est-à-dire d'être en capacité à pouvoir le dire, et quand du point de vue des pouvoirs publics, on n'incite pas à pouvoir le dire, bah, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous faites porter finalement le poids sur la personne. Donc pour le dire un peu différemment, je pense que les politiques par rapport à la question des seniors doivent être des politiques incitatives à la parole et à la redécouverte des compétences. Alors il y a des études, hein, enfin il y a des études ou des choses qui sont faites où vous avez par exemple, il y a des études qui sont sorties qui disent que les personnes, les PA, mais donc non pas ceux qui pensent autrement, mais les personnes âgées, enfin les personnes âgées, les seniors, mais c'est 45 ans dans l'entreprise, hein, on commence à être vraiment âgés, sont plus productives que les autres. Vous voyez,
Le seul problème, c'est que ça ne se matérialise pas dans un collectif de travail, au motif que j'ai exposé, c'est-à-dire qu'en termes de dilution, il y a une telle dilution, voilà. Moi, ça ne me paraît pas forcément un argument très intéressant, l'idée qu'ils seraient plus productifs. L'idée de dire qu'ils ont des savoirs particuliers me paraît plus intéressant. Et quand on a 45, 50 ou 55 ans et qu'on est détenteur d'un savoir particulier que les pouvoirs publics et l'entreprise aident à conscientiser, c'est sans doute intéressant. Il y a une demande de référence. Il existe des études statistiques montrant que les entreprises qui pratiquent la diversité dans ces recrutements, jeunes, seniors, non diplômés, travailleurs handicapés, origine ethnique, etc., sont plus performantes économiquement et en termes d'innovation. En auriez-vous des références? Alors, je pourrais les enfin, le problème, si vous voulez, oui, j'ai à peu près 148 références d'études sur lesquelles j'ai construit. Vous avez notamment alors je vais essayer de vous la retrouver comme ça de tête. Franchement, c'est pas un exercice facile. Si vous avez une étude qui est une étude d'Accenture qui a été menée sur les entreprises, la diversité des entreprises dans le CAC 40. Je pense qu'en tapant Google, je ne peux pas vous la donner là, hein, franchement. C'est simplement, je pourrais la faire passer à la personne si elle veut, mais c'est une étude d'Accenture qui a regardé les 40 entreprises du CAC 40 et qui a regardé quelle était l'évolution de leur performance en fonction de la diversité. Mais j'insiste juste sur le fait que moi, je préfère parler de performance organisationnelle beaucoup plus que de performance économique. C'est-à-dire que, et ce que l'étude pointe, c'est qu'en termes économiques, ça peut être un peu significatif, mais en même temps, là où on a une vraie valeur ajoutée, c'est sur la performance organisationnelle. Il y a une étude, alors par contre, si la personne qui pose la question est intéressée par les études, il y a une étude qui a été faite en 2020 par Santé publique France, et non, pas Santé publique France, France Stratégie, excusez-moi, France Stratégie et l'AGFIP, et qui a regardé toutes les entreprises cotées en France et quel était l'impact du fait qu'elles employaient ou pas des travailleurs en situation de handicap. La réponse économique, puisqu'ils n'ont regardé que des indicateurs économiques, c'est que ça n'avait aucun impact, ni négatif, ni positif, ce qui en soi déjà est un indicateur intéressant. Très bien. Alors, je réponds à une question qui demande s'il y aura un replay. Donc, je réponds oui. Et on pourra éventuellement transmettre des références aux personnes qui les désirent. Comment convaincre les recruteurs, les chefs d'entreprise et les dirigeants à diversifier les recrutements et ouvrir les sélections aux populations vulnérables représentatives de la société que vous citez, âge, maladie, handicap? Alors, j'espère avoir été convaincant. Voilà, j'essaie d'avoir un argumentaire. Et vous savez, alors pour répondre à cette personne, moi, j'ai souvent pensé que, et je pense qu'elle le pense aussi, qu'il était tout à fait normal d'ouvrir les collectifs de travail. Et ce que je disais, c'est qu'il y a une forme d'intimité du bureau dans lequel, avec les gens, quand vous en parlez, le dirigeant va vous dire oui, oui, bien sûr. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, il va avoir des comptes à rendre. Je pense par exemple dans les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on peut. Alors, heureusement, c'est en train de changer, mais il va falloir qu'il justifie ses choix. Et justifier ses choix, c'est qu'à un moment donné, il va devoir les appuyer sur une base un peu rationnelle. Or, aujourd'hui, les seules bases rationnelles qu'on ait n'indiquent pas de façon extrêmement significative, c'est pour ça que c'est en train d'être construit, le fait que ça produirait quelque chose de bien meilleur. Donc, pourquoi est-ce que je vais changer? J'ai une Voilà, donc question. pour terminer, effectivement, c'est pour ça que moi j'essaye aujourd'hui, et j'espère que ça aura été vécu non pas comme quelque chose d'aride et d'inhumain, c'est pas du tout mon propos, puisque j'utilise quand même plutôt une rhétorique à la fois physique et de flux. J'essaie d'avoir une argumentation, une justification qui soit une justification plus rationnelle des choses. Quelle solution pour réaliser cette transformation managériale par l'accueil de la parole? Là, l'accueil de la parole, la solution, je pense, je pense que je ne vais pas faire beaucoup de copains parmi les entreprises qui nous regardent. Je pense qu'une partie de la réponse, elle se situe au plan de l'État. C'est-à-dire que la question des travailleurs en situation de handicap s'est considérablement améliorée depuis qu'il y a une politique incitativo-répressive sur le sujet. C'est-à-dire que je pense que la libération de la parole et le fait de créer des collectifs de travail qui sont des collectifs dans lesquels on va libérer la parole, il y a une forme de coup de pouce de l'État qui peut emprunter de diverses manières les choses.
mais s'il ne le fait pas, la nature humaine fait qu'on va toujours hésiter. Voilà. Ça, je vais vous dire, ça, c'est une réponse macro. La réponse micro, c'est qu'on s'aperçoit aussi que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise, qui ont été confrontés à la situation et qui, derrière, ont mis en place, je pense à des entreprises comme Armor, par exemple, qui a mis en place des choses, ou, ça y est, le nom m'échappe, Andros aussi, qui a mis en place des choses. Et donc, il y a au niveau macro, je pense que l'État doit accompagner. Et au niveau micro, moi, je crois aussi beaucoup à la puissance des témoignages. C'est-à-dire que les personnes puissent, en tant que dirigeants, raconter ce qui s'est passé dans le collectif de travail. Alors, et pour créer du mouvement, une entreprise ne doit-elle pas d'abord faire le choix de sortir de sa zone de confort? Ah oui, ça c'est le propre même c'est le propre même de l'innovation. L'innovation, c'est toujours une réponse à une contrainte. Donc, soit vous attendez lentement, soit vous attendez lentement que la contrainte vous étouffe, soit vous dites ça suffit et je change. Donc oui, il faut changer faut sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que euh, la révolution qui est à faire, même culturelle, elle est tout à fait considérable. Alors là, malheureusement, bon, j'ai 1 heure. Alors j'ai 1 heure. Malheureusement, j'ai même pas tenu les délais, donc pour vous dire. Mais je pense que ça ne se fera pas en un jour, en fait. Voilà. Mais évidemment, je suis d'accord. Il faut sortir de la zone de confort parce que la zone de confort, elle n'est pas durable. D'accord. Alors, j'ai une question très importante. Pourquoi en Amérique du Sud? Ah, pourquoi en Amérique du Sud? Oh, je sais pas, parce que dans l'imaginaire collectif, vous savez, on se retrouve. Oh, ouais, j'aurais pu dire ailleurs, mais non, j'ai pas d'affection particulière pour l'Amérique du Sud. En tout cas, elle n'a À, pas de rapport avec l'intervention. Pas de à sens quel moment caché. considérer dans la masse salariale globale de l'entreprise qu'une entreprise apporte une réponse réelle et équilibrée en incluant la population vulnérable que vous évoquez? Et ben alors, les pourcentages, la question, c'est les pourcentages? Oui, à quel moment considérer dans la masse salariale globale de l'entreprise qu'une entreprise apporte une réponse réelle et équilibrée? Ah ben, là, la réponse réelle et équilibrée, je ne pense pas qu'elle se fasse au niveau de la masse salariale. Je vais vous dire pourquoi, mais je vais répondre. Parce que la masse salariale, l'ensemble des vulnérabilités que je vous ai montrées, hein, sur la carte, elles sont parfois cumulatives. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, des aidants familiaux, hein, qui sont en fracture, qui ont des problèmes de fracture numérique pour des questions de langage, etc., et qui sont eux-mêmes par ailleurs malades. Vous voyez, donc c'est quand même très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que vous avez aujourd'hui les organisations, vous avez une écrasante majorité de gens qui sont aujourd'hui de plus en plus en situation de possible fragilisation. Donc moi, je pense que les organisations pourront être jugées plutôt à l'aune de les entreprises pourront être jugées plutôt à l'aune de l'organisation qu'elles auront su mettre en place. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je pense qu'on aura réussi le jour où on ne parlera plus du fait qu'on intègre des gens vulnérables parce que les organisations auront mis en place des systèmes qui profitent à tous. Vous voyez, je prenais l'exemple de l'escalator. Plus personne n'imagine qu'il est là uniquement pour les personnes qui ont du mal à se déplacer. Très bien. Alors, j'ai quelques témoignages, s'il n'y a pas eu d'autres questions qui sont apparues entre-temps. Les situations de transition professionnelle des salariés ayant un handicap qui survient permet souvent de relancer le potentiel et les talents des personnes. Oui, donc c'est tout le chantier de l'accompagnement en fait. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui font de l'accompagnement. Je pense juste, hein, j'en ai un comme ça qui me vient, qui est, je vais mal prononcer parce qu'à chaque fois je me trompe je me trompe de l'ordre. Dans l'ordre, c'est le CIDFF ou CIDFF qui accompagne précisément des personnes qui ont été éloignées de l'emploi. C'est des femmes, hein, c'est essentiellement des femmes. Et dedans, vous avez des femmes qui ont été précarisées, des femmes qui vivent une expérience de handicap et autres, et qui accompagnent, c'est-à-dire qui aident à révéler à ces personnes les compétences qu'elles ont. Et ça, sincèrement, c'est un aspect primordial. Et aussi, ça répond aussi si j'avais pas déjà répondu à la question que vous me posiez tout à l'heure, dans la révélation finalement qui est faite aux personnes, les gens qui accompagnent sont aujourd'hui un vrai levier important. Parce que c'est eux qui vont influencer les recruteurs, c'est eux qui, à un moment donné, vont donner des outils qui vont permettre de bouger les pratiques. Et à ce titre-là, c'est tout à fait intéressant. D'autres témoignages, alors dans une entreprise adaptée qui se retrouve tout à fait dans vos propos
et qui suggère le grain de sable et la perle comme une lecture intéressante qui complète la potentialité induite par nos vulnérabilités. Ouais. Un autre témoignage, c'est le problème de la prise de conscience des décideurs en entreprise confrontés aux obligations et enjeux économiques. Cela passe par une formation spécifique qui n'existe pas sur le marché actuel, hélas, dit-il. Un autre témoignage qui dit que la vulnérabilité est la capacité à devenir plus fort. Ah oui, oui, ça c'est le principe de la mithridatisation. C'est le fait que quand vous êtes malade, la fois d'après, vous êtes la maladie, vous avez renforcé votre système immunitaire. Et je crois que là, un invité cite votre escalator. Il pense que pour permettre aux organisations de permettre à tous d'intégrer la vulnérabilité, il suffit de proposer des solutions auxquelles tout le monde peut accéder. Oui, exactement. Mais vous voyez, c'est des solutions qui, parce qu'elles ne disent pas leur nom et donc ne stigmatisent pas les personnes, vont profiter à tous. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des questions et des remarques. Merci à Karine d'avoir collecté tous les messages qui nous ont été envoyés. Très bien, Alain, merci. je te rends la parole. Merci Frédéric pour ces témoignages et ce reporting et cet échange nourri de questions. On voit bien que le sujet est vraiment un sujet au cœur de l'actualité pour nous tous, pour l'ensemble de nos organisations, pour les entreprises et les partenaires qui ont eu l'occasion de participer donc à notre conférence débat. En tout cas, merci beaucoup Thierry Calva pour ce brillant exposé et puis la qualité, enfin, en tout cas, de la démarche intellectuelle et en tout cas la volonté qui était la vôtre et aussi la nôtre de sensibiliser nos participants à cette question qui pour nous est vraiment très, très importante. Merci à tous les participants. Alors, je vous informe que bien sûr, donc ce document, cette conférence débat, donc sera en replay et sera communiqué incessamment sous peu donc à l'ensemble des partenaires donc du collectif partenariat emploi, et on aura grand plaisir en tout cas à poursuivre ces débats et on l'espère l'année prochaine organiser à nouveau en tout cas une conférence en lien avec ce sujet et peut-être aussi avec des témoignages d'acteurs régionaux donc qui sont impliqués et déjà embarqués sur ces sujets, et puis faire témoigner peut-être des entreprises qui sont en attente et qui ont besoin d'être accompagnées pour s'inscrire dans cette démarche inclusive, on va dire, mais surtout d'accompagnement on va dire des ressources liées à ces situations de vulnérabilité. L'objectif pour nous, en fait, étant de faire changer le regard et d'aller vers une nouvelle mode d'organisation et surtout une nouvelle société on va dire plus inclusive pour être plus forts tous ensemble demain. Voilà, en tout cas, merci à toutes et tous. Il est temps de terminer puisque l'objectif est quand même de respecter l'engagement qui était le nôtre, de ne pas dépasser le timing. On a démarré un peu en retard et je crois qu'on est dans les clous par rapport au timing qui était le nôtre. Un grand merci à nouveau, Thierry Calva, au nom de tous les membres du collectif Partenariat Emploi. Et puis, au plaisir de se retrouver et de retrouver l'ensemble des participants l'année prochaine, donc en 2022. Je vous souhaite à toutes et tous une belle soirée et au plaisir de se retrouver. Au revoir.